Bonjour et bienvenue dans ce journal de Copenhague. Nouvelle tension aujourd'hui et nouvelle fronde des pays africains. Et ce matin, c'est une ligne de l'ordre du jour qui a mis le feu aux poudres. Une ligne qui a laissé suggérer que l'on pourrait en finir avec le protocole de Kyoto. Alors pour les dirigeants africains, pas question, car ce protocole est le seul accord juridiquement contraignant qui forcerait non seulement les pays riches à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone, mais aussi à respecter leur engagement. Le ton est donc monté et il a fallu un réajustement en milieu de journée de la présidente de la COP pour que les pays africains reviennent à la table des négociations. Alors il y a toujours bien sûr un point qui pêche, c'est celle de l'argent, du financement. Combien les pays riches sont-ils prêts à mettre sur la table, notamment à long terme, pour aider les pays pauvres à lutter contre le réchauffement climatique? C'est l'éternelle question. Une question qui pose problème même dans des dossiers plutôt consensuels comme la lutte contre la déforestation. Parce qu'ici, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut lutter contre ce fléau qui est responsable quand même de 20% de nos émissions de dioxyde de carbone dans le monde. La déforestation, donc, qui va la payer? C'est la question de ce soir. Nous allons tout de suite nous rendre au Ghana, où vous allez le voir, les 3/4 de la forêt ont déjà disparu. Il y a donc urgence. En l'espace d'un siècle, le Ghana a vu disparaître les 3/4 de sa forêt tropicale, principal responsable de l'agriculture et en particulier les plantations de cacaotiers. Le cacao est la deuxième ressource naturelle du pays, après l'or et devant le bois trop souvent exploité illégalement. Pour sauver ce qui pouvait encore l'être, le gouvernement a créé 7 parcs nationaux comme celui-ci. Mais il s'est assez vite rendu compte que seul, il n'arriverait pas à grand-chose. On a impliqué les communautés parce que c'est très difficile de tout gérer nous-mêmes. Elles nous aident vraiment beaucoup. Le parc est tellement grand, vous savez, plus de 360 km². Dans le village d'Abrafo, en bordure du parc de Kakoum, les habitants jouent ainsi les gardes forestiers, prêts à signaler aux autorités toute éventuelle infraction. Ils ont bien sûr eux-mêmes arrêté d'abattre des arbres pour agrandir leurs champs. Et en quelques années, ils ont déjà vu leur environnement changer. La forêt tropicale joue en effet un rôle vital de régulation du climat. Elle absorbe la chaleur et dégage en retour de l'humidité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on n'entre plus dans la forêt, le climat est très bon. On a de bonnes pluies pour nos cultures. Même si leurs récoltes sont meilleures, les villageois aimeraient recevoir une aide financière pour compenser le fait qu'ils ne puissent plus exploiter les ressources de la forêt. Un accord conclu il y a 3 ans prévoit de leur redistribuer une partie des bénéfices tirés de l'écotourisme qui s'est beaucoup développé dans les parcs nationaux, surtout dans celui de Kakoum qui offre aux visiteurs une extraordinaire promenade dans les cimes. Mais pas facile d'appliquer cet accord. L'argent des parcs transite en effet par les autorités locales qui, hélas, ne brillent pas toujours par la transparence de leur gestion, ce que regrettent les défenseurs de l'environnement. Il n'y a aucun projet jusqu'ici qui ait pu être étiqueté, projet réalisé grâce aux revenus tirés de l'écotourisme. Si les communautés pouvaient directement bénéficier des revenus de la forêt, alors ça les encouragerait à faire plus pour la sauvegarde de leur forêt. En attendant, pour ceux qui vivent près du parc de Kakoum, pas question de faire marche arrière. Argent ou pas, les villageois assurent qu'ils continueront de protéger la forêt, leur forêt. Et tout de suite, je rejoins notre invité, Deogracias Nduwimana. Alors, vous êtes le ministre de l'Environnement du Burundi. Vous avez aussi des problèmes de déforestation dans votre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre combat ? Effectivement, je réponds au nom de Nduwimana Deogracias, ministre en charge de l'environnement au Burundi. Comme vous le dites très bien, nous connaissons nous aussi des problèmes de déforestation. En effet, comme vous le savez très bien, le Burundi a connu une crise sociopolitique qui a duré plus de 15 ans. 15 ans de guerre civile. Entre-temps, durant toute cette période, il y a eu vraiment une déforestation à très grande échelle parce qu'on a constaté que ces derniers temps, sur 100 000 hectares qui étaient disponibles, 30% ont été détruits durant la période de crise sociopolitique qu'a connu notre pays. C'est-à-dire qu'environ 30 000 hectares ont été détruits. C'est dur pour notre pays, d'abord qui est un pays très petit bien sûr et densément peuplé. Lorsqu'il y a une déforestation à
à une échelle aussi importante, vous comprenez qu'il y a des problèmes, que ce soit au niveau de la gestion environnementale, mais aussi que ce soit au niveau du développement, étant donné que sans protection de l'environnement, il n'y a pas lieu de penser à un développement durable. Et c'est l'agriculture la principale responsable de ce problème ? Pas vraiment l'agriculture. Pas vraiment l'agriculture. Je pense que c'est dû essentiellement au fait qu'avec la crise, il n'y avait pas vraiment de suivi au niveau gouvernemental. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine démobilisation totale au niveau du gouvernement. Parce que vous comprenez très très bien que lorsqu'il y a la guerre, on ne peut rien programmer, on ne peut plus planifier. Il y a vraiment des problèmes énormes de suivi. Alors les gens s'adonnaient à une exploitation illicite. Il y avait des feux de brousse et tout consort. Il y avait vraiment une destruction assez massive des forêts, ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un constat amer que l'on fait, mais tout compte fait, comme c'est la fin de la guerre, nous sommes en train de voir comment reboiser et pour pouvoir reconstituer les forêts qui avaient été détruites avec la guerre. Et qu'est-ce que vous attendez ici à Copenhague ? C'est à Copenhague, on attend beaucoup. Je sais que ce ne sera pas facile. Il est vrai que les experts burundais sont ici à Copenhague depuis le 6. Ils ont commencé avec le début des négociations et les négociations vont bon train. Nous sommes informés qu'il y a des discussions assez nourries et qu'il y a espoir que nous puissions quand même arriver à un compromis d'ici la fin des négociations. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est le moment de notre chronique sur le vif. Nous allons prier pour qu'il y ait un accord à la fin de la semaine. C'est le reportage de James André, les religions se mettent au vert. C'est une des plus belles églises de Copenhague et dimanche, ces cloches ont sonné sans discontinuer durant plusieurs heures. En tout, 350 coups de cloche pour en finir avec le réchauffement climatique. Une partie des évêques de l'église du Danemark était contre l'initiative, dénonçant une instrumentalisation politique du culte. Mais le pasteur Flemming Pless a décidé de se mobiliser. Utiliser l'Église comme tribune politique est mauvais, mais chaque bon sermon est politique. Ici, nous ne parlons pas de parti politique ni du choix du Premier ministre. Nous parlons de notre obligation mutuelle envers la planète et sa protection. De groupes de prière en camps scouts et de mosquées et en synagogues, nombre de croyants ont décidé de se saisir du dossier climatique. Cet imam de Copenhague est le propriétaire de cette librairie religieuse. Pour lui, il faut agir ensemble. Si nous, en tant que personnes croyantes, nous nous unissons au-delà de nos doctrines et de nos différences religieuses, en respectant le fait que nous devons nous rassembler pour le bien de la planète, alors nous pourrons faire la différence. Selon l'ONU, 85% de la population mondiale adhère à une religion. 350 coups de cloche, c'est parce qu'il faut 350 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, pas une de plus. On se retrouve demain sur France 24. La toute dernière partie de ce Paris Direct et de cette deuxième heure avec Julien Fanciulli et un monde qui bouge. On commence, Julien, avec un jeu qui fait fureur en Angleterre, le Walk a Banker, traduction. Alors,